Un impact important dans une efficacité énergétique, une optimisation instrumentale, réduction à gaz à effet de serre également, pris par l'angle énergie. Tout ce qui est production de l'énergie, les différentes sortes, sources d'énergie, tout ce qui est stockage, tout ce qui est transport de cette énergie, ce qui est effacement, smart grids, etc. Voilà. Donc nous, on est sur ce type de thématique-là. Alors, au niveau de l'accélération des startups, c'est ce pourquoi moi je suis là pour vous dire. Nos critères sont les suivants et je vais vous dire après ce que ça apporte et les implications, ce qu'on apporte aux startups. Donc déjà, il faut que ce soit une startup, donc voilà, on n'est pas dans une PME, on est dans la boîte qui démarre son activité, veut mettre sur le marché son activité innovante. On est au début. On peut se rencontrer avant la création, on peut très bien les accompagner avant que l'entreprise soit créée, on peut aussi les accompagner à cette création notamment, ou après création. Il faut que ce soit une entreprise qui est innovante. Alors on est très ouvert en termes d'innovation, donc ça peut être innovation technique, de business model, de service, tout ce qu'on veut, à partir du moment où ça apporte une nouveauté, on va dire, pour définir ça, parce qu'hier on était sur les termes, une nouveauté en termes de valeur ajoutée perçue par le client. Le client est toujours le premier angle de vue. Donc si lui, il voit ça comme c'est génial, c'est très différent de ce qui existe aujourd'hui, en plus ça m'apporte une super valeur ajoutée, nous, ça nous va bien. Évidemment, comme Jean-Christophe le disait, il faut que ce soit pour nous dans le domaine de l'énergie. Donc c'est quelque chose qu'on vérifie au tout début. Voilà, on est sur des time to market assez rapides parce que les cycles de vente dans l'énergie sont longs. Donc du coup, un time to market 1 à 2 ans, c'est déjà pas mal. Évidemment, on les accompagne beaucoup sur des aspects lean, comme on disait hier. Donc du coup, l'objectif, c'est qu'ils arrivent à finaliser le développement de la techno ou de la solution innovante en même temps que l'accès au marché, que les retours des clients, etc. Donc, nous, on se place sur la création, le développement, la mise sur le marché rapide des solutions et on est complémentaire par rapport à ce qui existe en France. Donc, l'objectif pour nous, c'est pas de réinventer tout, parce qu'on est les plus forts et les plus grands et on vient d'exister depuis 4 ans, mais on va tout refaire. Notre objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui existe de mieux dans l'écosystème autour de l'entreprise ou l'écosystème que nous, on peut connaître, de faire ces mises en relation et d'apporter les bons compléments où il y a des trous dans les raquettes pour s'assurer que le projet est accéléré et a toutes les chances de réussir. Après, on ne peut rien garantir. Donc on propose en complément des accompagnements plutôt financiers, dont je vais parler après. On fait aussi de la mise en réseau avec nos partenaires à nous ou d'autres qu'on va chercher sur le marché sur mesure pour les startups. Donc nous, c'est les partenaires que vous avez vu hier, plutôt branchés énergie. Au niveau européen, la moitié industrielle, une bonne partie VC, on est à 11 VC Cleantech en Europe. Voilà, avec cette expertise énergie, du coaching, et en gros, on apporte de 2 façons. Donc, on a les mêmes enjeux de devenir autonome financièrement au bout d'un moment et que les gains qu'on génère par ces activités servent à être réinvestis dans les futures activités de demain, donc les futures startups, les futurs projets d'innovation, etc. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc du coup, on a un volet, c'est des subventions qu'on apporte à la startup. Ça, c'est de l'ordre de 120 000 € en moyenne par startup. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. C'est des subventions qui sont, je suis désolée de le répéter, mais comme il y a beaucoup de réalité sous le mot subvention, soyons dans les définitions. Alors c'est non remboursable, c'est gratuit, c'est pas limité aux fonds propres, c'est non capé, voilà, vraie subvention. Et ça va couvrir l'ensemble des besoins des startups. Donc j'ai après une slide qui montre un peu différentes thématiques, mais pour faire simple, c'est très général. Et en même temps que ces subventions, on va investir au capital des startups pour faire des effets de levier par rapport à leurs fonds propres. Donc on achète nos parts minoritaires au nominal en numéraire. Donc exemple, je ne sais pas moi, capital social 50 000 €, on va prendre 10%, on va acheter avec 5 000 € et eux ils vont pouvoir faire des effets de levier sur ces nouveaux fonds propres avec tout ce qui existe en France. Et en plus, on apporte l'enveloppe de subvention des 120 000 €. Voilà. Donc après,
Attention à ce que vient de dire Raluca. Je peux le refaire en C'est sur la question au nominal. Parce que moi, j'avais une entreprise que je voulais lui remonter, je viens de discuter. Comme ça, on passe un coup de fil, blablabla. Et j'ai dit, et ils ont fait une première levée de fonds. Question de Raluca, la levée de fonds est-elle été faite avec prime d'émission ou pas? S'il y a eu une prime d'émission, ils ne peuvent pas réintervenir, eux, parce qu'ils rentrent au nominal. Et dans ce dispositif dont on parle d'accompagnement des startups. Ça, c'est un critère ultra simple à vraiment aborder, hein, notamment sur les startups. En fait. Donc, ça veut dire que quand vous rentrez au capital, il faut que ça soit relativement tôt dans l'âge de l'entreprise. Sur la première vallée de la mort, là, quand il n'y a pas vraiment beaucoup d'investisseurs, il peut évidemment y avoir Love Money, on peut arriver en même temps que des business angels, il y a plusieurs startups où on est au comité stratégique avec les business angels, donc ça peut être à ce niveau de maturité, il peut y avoir des VC, il y a investissement et autres. Par contre, dans le montage financier, il faut avoir à l'esprit qu'on rentre au nominal. Donc c'est des discussions qui se font en même temps, on peut faire les négociations en même temps que les autres investisseurs du tour de table. Par contre, on va rentrer un mois avant. Enfin, c'est un truc qu'on peut, parce qu'en apportant une enveloppe globale de, dans mon exemple, on était sur 125 000 € pour finalement 10%, ça fait une valorisation de la société qui est quand même intéressante et qui peut très bien être la même pour des BA et autres. C'est un peu le mode de fonctionnement. Si j'avais plus de temps, je vous expliquerais pourquoi ça marche comme ça, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous donnerai des détails. Donc, sur la partie subvention, comme disait Jean-Christophe, au début, on fait du coaching quali, on regarde la stratégie, on regarde toutes les compétences en présence autour de l'entreprise, en local, comité stratégique et autres. Et on va faire une sorte de roadmap qui peut concerner n'importe lequel de ces points-là, et en fait, en les lisant, on se rend compte que c'est à peu près n'importe quelle activité dont l'entreprise a besoin pour se développer. Donc, est-ce que c'est avoir plus de ressources complémentaires en termes d'équipe? Est-ce que c'est de l'API, du juridique, de l'accès au marché international ou autre, un peu de techno, voilà, ça peut être du commercial, de la communication, du marketing, aller à des salons, de la prospection, de la préqualification, du déplacement pour aller en Asie faire une tournée. Voilà. Sachant que c'est des dépenses qui peuvent être faites en interne par la société. La seule limite qu'on a, c'est qu'on ne va pas prendre en charge les salaires des dirigeants fondateurs parce que notre objectif, c'est pas les porter comme ça, comme des bébés, c'est quand même des entrepreneurs. Par contre, s'ils ont des salariés, s'ils ont des stagiaires qui font ce type d'activité, pas de problème. Donc ça peut être en interne ou évidemment en externe. Et pareil, on va les aider au mieux avec, justement avec vous tous pour trouver les partenaires les plus pertinents, les prescripteurs. Alors, c'est un peu pour dire, Aurore, quand on disait hier sur les logiques de co-accompagnement, parce que là, c'est des termes qui sont un peu génériques, c'est-à-dire par exemple sur une logique de marché, analyse marché, concurrence, positionnement, vous connaissez des prestataires ou des consultants qui ont des spécialisations dans le domaine de l'énergie. Oui. Parce que ça, je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, mais moi, c'est l'accès au marché, c'est pas la même chose d'accéder à un marché de off-grid en Afrique que d'aller sur des smart grid en Suède. Ouais, parce que moi, par exemple, sur Rennes, même si j'ai une ou deux consultantes, c'est des femmes market, qui ont une bonne sensibilisation éco-innovation, et encore pas surtout. Il y a des consultants market, c'est pas compliqué à trouver. Un bon consultant market sur l'éco-innovation est plus dur. Ça veut dire que nous, comme on a de l'expérience, on a vu plein de dossiers, mais si ça se trouve, on est obligé de leur dire tu vas faire l'étude comme ci, comme ci, comme ça. Donc que là, pour des dossiers super pointus, je dirais, c'est pas seulement la compétence générique, mais un réseau, je dirais, de ressources qualifiées, ça prend sa saveur. Hein. Parce que je pense qu'on va au-delà d'études de marché standard, on est vraiment sur des études technico-économiques, pratico-pratiques, si je peux. Très adapté, c'est toujours du sur-mesure.
Totalement. Et cette enveloppe-là, nous, enfin, là, je fais le pendant avec l'Aquiclima, on ne travaille pas par phase, nous, on travaille sur... on a un accompagnement qui dure 2 ans minimum. Bon, après, évidemment, comme on devient actionnaire des entreprises, on les suit toute leur vie, hein, il n'y a pas de... ça n'arrête pas. Cet accompagnement sur la partie subvention peut durer 2 ans, il peut durer 6 mois, il peut durer 1 an, ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle l'entreprise utilise ses fonds. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la roadmap, ça peut être que du marché, que de la techno, que de l'équipe, que du financement, c'est vraiment tout sur mesure. Donc on va détricoter le business plan et les enjeux de l'entreprise. Et en fonction de ça, on part de zéro et on fait la roadmap de cette entreprise avec Equinix Énergie. Évidemment en leur disant, non mais pour la techno, il y a quand même pas mal d'aides en France. On va plutôt chercher, parle avec ton incubateur ou ton technopole, vois ce que tu peux avoir d'autres comme aide, parce que c'est dommage, il faut utiliser l'outil. Okay. Voilà, la sélection, c'est aussi un point qui est intéressant parce qu'elle est, sans utiliser de mots galvaudés, elle est vraiment à valeur ajoutée aussi pour l'entreprise parce que on se rencontre, ils nous soumettent un business plan, il y a une première présélection, ça se passe 1 fois par mois, il y a plein de dates, je pourrais vous dire, visibilité, etc. Supposons que ça passe la présélection où on va généralement essayer de voir si c'est au nominal, si c'est dans l'énergie, si c'est innovant, un peu tout ce que j'ai dit avant. Ils nous soumettent un business plan et là, nous, on prend en charge, on fait faire des expertises, 2 types d'expertise. Une expertise techno-marché, justement super ciblée, expertise énergie, marché, tout ce qu'on veut. Et une expertise équipe. On a développé des outils pour essayer d'identifier quels sont les traits de caractère du bon entrepreneur. C'est pas oui ou non, hein, c'est plutôt, ça donne un profil tourné entrepreneuriat. Voilà, et ces expertises-là, nous, on les finance, on les met à disposition de l'entrepreneur, une fois qu'elles sont réalisées, et on les envoie également au comité de sélection. Donc c'est quelque chose que même s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils sont à la sélection, ils ne passent pas à la sélection, supposons, ils ont eu un regard super pertinent sur leur business. Donc évidemment, ça se fait avec des accords de secret, avec l'accord du dirigeant, on n'envoie jamais rien avant, c'est tout bien ficelé. Et au comité de sélection, ils vont se pointer devant une assemblée de 10-15 personnes qui vont représenter l'ensemble de l'écosystème qui est pertinent en France autour de l'entrepreneuriat. Donc on va trouver aussi bien BPI France, Réseau Entreprendre et des gens que vous connaissez, que Emertech, que des business angels cleantech, des investisseurs très spécialisés cleantech. Évidemment qu'Equinix Énergie et plusieurs personnes pertinentes selon le sujet. Donc là aussi, ça fait une séance de brainstorming d'1 heure qui est dédiée au projet. On va les challenger sur tous les points selon notre connaissance, selon les rapports d'expertise. Donc là encore, ça apporte beaucoup de connaissances et un regard pertinent sur le projet. Et ensuite, si ça passe à la sélection, là on part sur ce que je vous ai présenté avant, l'accélération à proprement parler. Quelques petits chiffres, donc en France, donc on a le pendant Europe-France. En France, aujourd'hui on est à 20 parce que mes slides sont à jour. Start-up, c'est sélectif. Dans l'énergie, on n'a pas 150 000 non plus des start-up. Donc c'est des chiffres qui sont bien parce que c'est vraiment du travail quali. Donc on n'est pas là, on n'a pas d'enjeu chiffré, on n'a pas de. C'est un peu comme Jean-Christophe, on est plus limité par nos ressources équipes que par un chiffre. On n'est pas en entreprise en mode KPI, il faut en avoir 5 de plus cette année. Si on en rencontre 10 des biens, on prend les 10. C'est pas un enjeu de volume. Et donc, comme mes slides sont pas à jour, voilà les dernières qui étaient à jour. Je vous ai déjà parlé de certains de ces exemples. Donc, on est présent, ça c'est que la France, on est à 80 en Europe.
sais pas si vous voulez qu'on aille dans le détail de celle-là ou plutôt vous, voilà, vous me proposez, ça sera peut-être plus simple. Alors, qui est-ce qui a des entreprises qui diraient je l'envoie à Raluca ou à Jean-Christophe? Yes. J'ai déjà une entreprise mais qui est déjà chez Jean-Christophe et qui pourrait aller chez Raluca. Le projet, la société s'appelle Nénuphar. Ils font une couverture de fossélisiers pour les agriculteurs. Un demi. C'est un projet, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma collègue qui s'occupe de la partie valorisation de la recherche. Donc c'est une future start-up qui va être créée à partir de la recherche scientifique. Voilà. Est-ce que là on peut, avec plusieurs partenaires évidemment, il y a plusieurs partenaires. Je pose la question, c'est par rapport à la recherche publique. La recherche publique. Il y a une SAT, par exemple. Oui, il y a une SAT. Bon, la SATD, c'est un peu son métier, vraiment, en innovation, c'est bien le labo, la maturer, la développer, éventuellement prendre des participations dans la boîte. Ça, c'est son métier, donc c'est il y a aussi ce dispositif, mais nous, les startups, elles viennent de gens qui sont 70 ans. C'est vrai qu'en général, des projets de start-up venant de chercheurs de labo, ça prend un peu de temps. C'est à faire évoluer les mentalités et compléter les équipes. Il y a vraiment... La start-up, c'est pas les chercheurs qui vont la mener, c'est le CRESIT, c'est un centre, c'est un CRT qui va mener le sujet. C'est dans le domaine des piles à combustible. Ah oui. Mais les chercheurs de l'université ont une petite part de notre puisque c'est à l'origine. Là, typiquement, on va regarder l'équipe. On va regarder si ça sort de la recherche, on peut déjà se dire que c'est plutôt non, a priori. Puis là, on va regarder donc l'équipe, si c'est vraiment une équipe de chercheurs ou s'il y a vraiment des entrepreneurs autour. On va aussi regarder le positionnement par rapport à ce qu'on a déjà, ce qui existe dans le monde déjà, positionnement concurrentiel, ce qu'on a dans le portefeuille, etc. C'est à peu près les seules limites. Regard croisé qu'on va avoir, mais oui, a priori, pas de problème. Un regard supplémentaire, c'est que parfois, quand on accélère les startups qui sont déjà dans le domaine, qui ont 5 ans d'avance, on se dit, mais au lieu de refaire une startup qui fait à peu près la même chose, qui dans 5 ans, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait une discussion dans les des entreprises? Et ça, quand je pense à Nova Technologies tout de suite, qui est là, Nova Technologies a levé déjà 2 millions d'euros sur les BRMC, super condensateurs. Voilà, et discuter peut-être avec ces gens-là, je suis concurrent ou pas, ou je suis une brique potentielle. Mais après, ça dépend de ce que veulent faire les gens. Mais oui, ça aussi, c'est sachant que le projet il a été déjà déposé au niveau du conseil régional pour répondre à un appel à projet. Donc, oui. Voilà, il y a le business et puis après il y a des trucs un peu. On ne veut pas créer le cinquième concurrent qui. L'objectif c'est vraiment arriver à faire émerger. D'accord. Voilà. Questions concrètes. On va faire des questions concrètes sur des cas concrets. Donc j'ai une société, je t'en ai parlé Jean-Christophe, ça s'appelle Lyon Watt, qui font du stockage de masse. Ça va arriver dans Cleantech Open France, on pourra faire le lien cette année. Belle boutique. J'ai déjà Demeter et Emertech à bord. Un vrai entrepreneur, même si j'ai la SAT qui est dedans. Donc on est sur le stockage de masse, hein. On compte en mégawatts. Hein. Redflow, Redox. Donc, vous avez un projet comme ça. Oui. Il n'y a pas de problème si au sein d'un KIC, il y a 2 solutions technologiques concurrentes. Non. On ne veut pas avoir 2 startups concurrentes, pile concurrentes sur le même domaine, la même techno, etc. C'est pour ça que le travail positionnement au début est très important. Okay. Après, c'est des technologies concurrentes. Okay. Stockage de masse, c'est KIC InnoEnergy, Quantum Dots, hein, vraiment nanotechnologie. Va développer une société, je dirais, sur du smart surface. Première application. On dépose ça sur les panneaux photovoltaïques, on améliore les rendements, je dirais 20% de rendement. Donc, KIC Climate, KIC InnoEnergy. Comment? Les deux. Les deux. Ok. J'ai une autre société, dont j'ai vu le dossier ce matin,
je dirais, c'est problématique d'indépendance protéique. C'est peut-être un peu tir vers les cheveux, je m'éloigne un petit peu. Hein. C'est-à-dire, c'est comment on fait pousser de la luzerne, mais comment on met des moyens, je dirais, de séparation tige-feuille, parce que c'est dans les feuilles qu'il y a des protéines, pour faire des boucles locales. Éligibles ou pas éligibles à un kit climate. Oui. D'accord? C'est clairement pas quitter nos énergies. Ouais, dis pourquoi? Parce que ça, c'est de l'adaptation au changement climatique. Et, par exemple, et l'évolution de la planète, 9 milliards d'habitants sur la Terre, comment on va les nourrir? Si on les nourrit par des vaches et des porcs, etc. Ouais. 1 kilo de protéines d'origine bovine, c'est 300 kilos, 300 grammes de CO2. En insecte, c'est 0,05 grammes pour la même quantité de protéines. Et la luzerne, je ne la connais pas, mais elle est très riche en protéines. Autre cas limite qui est certainement pas kit énergie, si j'ai compris. C'est peut-être chez Jean-Christophe. Jean-Christophe. Yes. Voilà. J'ai une entreprise, ce sont historiquement des foreurs. Hein, ils font des trous, je dirais, pour notamment les élevages, mais ils ont historiquement une compétence de la canalisation, dimensionnement de canalisation. Okay. La petite flamme verte leur est tombée sur la tête en se disant à chaque fois que je sors, je puise de l'eau, il y a un gisement de température qui ne sert à rien. Hein, et donc ça veut dire, même dans une logique de boucle ouverte, ou boucle semi-fermée, comment je couple ça, par exemple, avec un poulailler, où je mets un plat, je vais mettre un plancher chauffant, je vais passer l'eau dedans, l'eau peut servir en eau de boisson derrière pour les poules, mais si j'ai un plancher chauffant, j'améliore la qualité sanitaire, j'ai moins d'intrants médicamenteux, blabla. Et par extension, pendant que j'y suis, comme on fait des métros, à Rennes, et dans le même principe, avec des boucles fermées, je veux dire, je fais les bâtiments à proximité des stations de métro vont être chauffés par des calories ou refroidis l'été par des calories qui viennent du métro dans une boucle de sillage. Mais l'entreprise, elle a 10 ans. Éligible, pas éligible. Parce que c'est comme si, enfin, dans l'absolu, c'est comme si cette entreprise aurait pu créer une start-up à côté d'eux. Est-ce que c'est éligible ou pas? Si on prend il n'y a pas de règles, mais on va dire c'est une start-up d'un point de vue de l'âge. Par contre, moi je regarde dans l'autre sens, je me dis, il y a des start-up qui ont j'en connais une qui a 25 ans, qui développent un procédé de raffinerie. De 25 ans, 15 ans. Ils ont levé 20-25 millions. Donc je dis, si on regarde l'activité en tant que telle, on peut la poursuivre avec le start-up. L'activité, le fonds commerce. Et border. Mais je dis donc a créé une filiale. Dans votre accompagnement, il y a aussi cette option de les amener à spin-offer. Spin-off, c'est un bureau d'études en fait. Depuis 10 ans, c'est plutôt un bureau d'études qui développe les technos. Et puis, peut-être un spin-off. Et là, donc ça veut dire. C'est pas que nous, c'est tout le monde, BPI, va dire la même chose, c'est une start-up d'un point de vue administratif. Non mais c'est. Attendez, mais qu'est-ce que après qu'on se tape des murs régulièrement parce que c'est pas dans la case, machin, truc bidule, autant poser les questions tout de suite. Donc un spin-off filiale à 100% de la maison mère éligible. Bon, ok, créer une société, c'est rapide, on sait faire. Ok, c'est bon là-dessus? Yes. Allez hop, c'est. Allez, 3 minutes, après Pierre. Combien de temps vous restez au capital? À quel moment Tant que c'est pertinent et nécessaire pour le projet, quand il y a des gros investisseurs